Monsieur Ben Youssouf peut être entendu. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Keita Ben Youssouf. Vous avez quel âge? J'ai 69 ans. Où vous êtes né? À Kouroussa. De Elhadj Feu Fodé Moussa Keita et de Hadja Mariama Kondé, vivante. Quelle est votre profession? Je suis médecin chirurgien. Où vous êtes domicilié? À Lambagne, dans Ratoma. Alors dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Chers honorables assesseurs, Mesdames et Messieurs les magistrats des deux parties, Mesdames et Messieurs les personnalités présentes dans cette salle, chacun à son titre et grade, chers compatriotes dans le box des accusés, car nous sommes tous guinéens. Je voudrais, avant tout, ne serait-ce que personnellement, observer une minute de silence en la mémoire de mes compagnons qui sont des compatriotes qui ont perdu leur vie au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, alors que nous exprimons tous la même volonté et nous avions tous le même droit et le même devoir. Ils n'ont rien fait pour mériter leur sort qui a été fatalement l'au-delà, et nous non plus n'avons rien fait pour survivre ce jour macabre. Aussi, une pensée pour ces femmes martyrisées, dont ma propre épouse, des femmes violées, dont j'ai eu à soigner en tant que médecin après le 28 septembre. Ces handicapés qui aujourd'hui mènent leur vie péniblement. Donc, pour tout ceci, et surtout les disparus, qui n'ont jusqu'à présent pas été retrouvés, une minute de silence. Merci, Monsieur le Président. Je suis un homme politique. Aujourd'hui, je suis leader d'un parti politique. Je suis président d'un parti qui s'appelle Alliance pour le changement et le progrès, ACP. Mais il y a 13 ans auparavant, j'étais responsable à un second degré dans un autre parti qui s'appelle l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et comme tel, Monsieur le Président, j'ai participé volontairement pendant 15 ans à toutes les activités que ce parti a menées dans le cadre de l'instauration de la démocratie en Guinée et pour le développement harmonieux de notre pays. Monsieur le Président, aujourd'hui on se posera la question, pourquoi après 13 ans, c'est aujourd'hui que je me présente, et de manière spontanée. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, je ne me plains pas de mon sort. Parce que le jour 28 septembre, quand j'ai décidé de quitter ma maison pour aller, je suis allé en connaissance de cause, en sachant les risques que je courais. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Mon sort, je me suis accommodé avec, parce que c'était moindre que ceux qui ont perdu la vie.
Cependant, mon épouse, qui a souffert le martyre, a comparu devant Human Rights Watch. Cela m'a soulagé parce que quelque part, elle représentait les victimes. Et chez moi également, j'ai reçu Mme Asma Ouba avec le groupe de Avipa. C'est dans ma maison qu'elle a été confirmée comme présidente. Pour nous déjà, c'était largement suffisant pour que nous ayons des personnes dignes de confiance qui pouvaient et qui peuvent porter la voix de toutes les victimes. Monsieur le Président, étant donc un responsable d'un parti qui était un des plus grands partis et qui continue encore d'être un grand parti en Guinée, qui est l'UFDG, dont le président est là, c'est Loudalen Diallo, nous avons apprécié l'arrivée au pouvoir du CNDD après la mort du général Lansana Conté, paix à son âme, en décembre 2008. Il vous souviendra que ça a été une liesse, parce que le président ou le chef de groupe qui a pris le pouvoir après le décès du général était apprécié de tous les Guinéens, sans exception. Il portait un espoir. Nous avons confiance en lui. Il était même un idole. Nous avons observé un vent de liberté, dans tous les sens, venait de sonner encore sur la Guinée et planer sur la Guinée. Et l'équipe, dans les premiers mois, a fait un beau travail. Mais, le plus important, un homme, c'est la parole. Si nous avons apprécié le travail de l'équipe dirigée par le chef de l'État à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara, que je respecte, parce qu'il s'est engagé, comme aujourd'hui, le CNRD s'engage à lutter contre la gabégie, contre le détournement, à lutter farouchement contre la drogue et à s'intéresser aux activités sociales, c'est-à-dire les nécessités de base, l'eau, le courant. Nous nous souviendrons tous qu'à l'arrivée du capitaine Dadis, il n'y a pas un quartier de Conakry qui n'avait pas connu le bitume. Il n'y avait pas un quartier de Conakry où il n'y avait pas de forage. Et nous, en tant que patriotes, étions fiers. Mais, comme politique, nous savions qu'un régime militaire est toujours un régime militaire. Le militaire, c'est fait pour la caserne. Le militaire, c'est fait pour défendre la nation. Le militaire, c'est fait pour assurer la sécurité de l'État, du pays et de tout ce qui est dans le pays. La politique, c'est pour les civils. Et le président du CNDD l'avait bien compris quand il a pris le pouvoir en déclarant Urbi Torbi qu'il n'était pas venu pour se pérenniser au pouvoir, librement. Donc, nous l'avons tous adulé. Et c'est sûr qu'il allait aller. Malheureusement, nous ne savons pas par quel sort. Nous avons vu des signaux qui nous indiquaient clairement que l'homme allait régner à ses engagements premiers. Ce qui, naturellement, attira l'attention des forces vives. Je veux parler du syndicat. Permettez-moi de commencer par le syndicat, parce que j'ai le sein syndicaliste. J'ai été 15 ans secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société Diamantifère Arédor. Aussi les partis politiques, les organisations de la société civile. Bref, tous avons fait des pieds et des mains pour que les organisations
qui avait commencé à pousser par-ci, par-là, pour pousser l'homme à renier à ses engagements, disparaissent. Et que, comme promis, notre sauveur à l'époque, le capitaine Dadis, respecte sa parole, quitte à aller revenir plus tard, comme ATT l'a fait au Mali. Malheureusement, les sirènes maudites ont continué à sonner et nous avons décidé donc de nous faire entendre, mais de manière pacifique. Vous savez, le 28 septembre 2009 est arrivé après une longue préparation d'un comité d'organisation qui a rempli toutes les conditions. Mais il est clair que si la manifestation pacifique est un droit inaliénable, constitutionnel, il est clair aussi que quand elle est interdite, on court des risques dans un régime militaire. Mais il fallait que nous allions passer sur notre droit. Et si vous entendez que je ne me plains pas de mon sort, c'est parce que cette manifestation avait été interdite. Quoique notre droit, mais elle était interdite. Ceci étant, nous avons exercé ce droit. Le 28 septembre, donc, les Guinéens qui appartenaient aux forces vives ont été demandés par nos leaders de l'époque de se présenter au stade. Je viens maintenant au 28 septembre, Monsieur le Président. Étant convaincu donc que c'était une nécessité de se manifester et un droit constitutionnel, je m'étais préparé le 28 septembre pour venir au stade du même nom. À 5h45 du 28 septembre 2009, à peine je finissais de faire ma prière, dégrainer le chapelet, j'étais encore assis sur le tapis. Mon épouse, qui ce jour ne pouvait prier, couchée dans le lit, mon téléphone crépita. 5h46, il crépite. Ce n'est pas habituel. Et je prends, et qui est au bout du fil? C'est mon grand frère. Un grand frère qui est aujourd'hui comme un père pour moi. Parce que c'est lui qui répond notre papa. À l'époque, il était un retraité de l'armée guinéenne. En 2006, au temps du Jean Lasconté, sous la responsabilité de Dourang Assifat Diassini, qui était le ministre de la Sécurité de l'époque, le commandant Keïta a été mis à la retraite. À l'époque, 2006, jusqu'il y a quelques 3 à 4 ans, il était en possession de toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Et aussi, il faut ajouter que ce frère, que je compte comme un papa, m'a suivi dans l'UFDG. Il était un responsable au niveau du bureau exécutif dans la commission sécurité. Donc à 5h46, mon grand frère m'appelle. Il me dit, Youssouf, je dis oui. Ne sors pas aujourd'hui. Hein. Tu es sorti? Je dis non, je ne suis pas sorti. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. Je dis pourquoi? Non, il ne faut pas sortir. Ce n'est pas bien, il ne faut pas sortir, parce que c'est interdit. Il faut rester. Je dis, mais mon frère, nous avons déjà pris un engagement, il faut qu'on aille. Il dit non, ne sors pas. Je dis d'accord, je ne sortirai pas. Parce que nous avions à l'époque, à la mémoire, très fraîche, les événements de janvier, février 2007, où plus de 150 jeunes Guinéens ont été froidement abattus sur le pont 8 novembre,
encore à cause des manifestations. Alors, comme mon frère a insisté, et c'était inhabituel, j'étais paniqué. Je me suis levé et mon épouse me demande, oui, qui t'a appelé et qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est mon grand frère qui vient de m'appeler. Il insiste de ne pas du tout aller aux manifestations. J'ai dit parce que c'est sûr que ça va être très chaud là-bas. Et rappelle-toi de ce qui est arrivé il y a 2 ans au stade, il y a 2 ans sous le pont 8 novembre. Je dis c'est les militaires au pouvoir, ça risque d'arriver. Elle me dit ne pars pas. J'ai dit non, il faut que je parte. Surtout que je sais qu'il y va avoir quelque chose, je ne peux pas rester. Si je ne pars pas, il faut me considérer désormais comme un vivant mort. Si je ne pars pas, ma chère épouse, je serai considéré comme un traître, comme un lâche. Je dis, ce qui va arriver, arrivera. Mais, sachant que quelque chose allait arriver, je ne sais quoi, mais qui ne serait pas bon du tout, j'ai demandé à mon épouse de rester à la maison et de s'occuper de nos enfants, au cas où je ne revenais pas. Parce que je sors avec un grand risque. Elle insista. J'ai dit, mais si je ne vais pas, il est 6 heures du matin, les gens ont commencé à sortir. Il faut que je parte. Finalement, contre son gré, on s'est donné câlin et je suis parti, en lui confiant la famille et les enfants. J'ai pris quand même mon garçon, qui avait déjà 25 ans, il est ici dans la salle, qui m'a accompagné en nous disant, nous sommes des hommes, allons-y, si quelque chose arrive, c'est sûr Dieu va nous sauver. Mais si nous restons, nous serons morts en homme digne. Il est dans la salle ici. Il porte encore les stigmates. Donc, à 6h, 6h05, nous prenons le véhicule, un pick-up, et nous filons à toute trombe, à tombeau ouvert, de Lambaye à Dixine, où nous étions censés nous retrouver, et où logeait mon leader à l'époque, le président Cellou Dalein Diallo. Nous n'avons pas fait 10 minutes. C'était un premier signal. Là où d'habitude nous faisons 30 à 40 minutes, nous n'avons pas fait 10 minutes. Tout était vide. Tout était vide. Nous sommes allés à tombeau ouvert. Et arrivé chez Ella Cellou, son portail n'était pas encore ouvert. Parce qu'il était 6 heures, encore 8 comme ça. Les vigiles m'ouvrent la porte. Je dis que je viens voir le président. Je le trouve lui-même, mais il n'était pas sorti encore de son petit salon. Je tape, il ouvre. J'ai vu quand même qu'il était habillé. Je lui dis, Président, je viens d'avoir une conversation avec mon grand frère, le commandant Keïta. Et il me dit de ne pas du tout sortir. Ça ne va pas être bien du tout. Je dis donc, c'est très grave. Est-ce que ce qui est passé le janvier-février ne va pas se répéter? Il était déjà 6h30. Et là, c'est Loudi. Lui aussi, la nuit, il a eu quelques informations. Donc, ça signifie déjà que les rumeurs couraient, ou les signes ne trompaient pas. Mais là, c'est Loudi. Il est impossible maintenant de faire quoi que ce soit. Nous devons aller, et nous allons aller. J'ai été très réconforté, parce que moi-même, je viens de dire la même chose à mon épouse. J'ai été réconforté par sa position et par réellement sa hargne de mener le combat jusqu'au bout. Nous étions allés pour manifester pacifiquement. Même pancartes, nous n'avions pas. Certains avaient des pancartes.
Mais nous avons pris soin de ne prendre absolument quoi que ce soit qui pouvait interpréter une violence. Donc, 6h45, nous restons chez Ella Selou jusqu'à 7h30, 8h. Et nous quittions donc chez Selou pour aller chez Jean-Marie Doré. C'est là où les leaders devaient tous se réunir. Donc, nous sommes arrivés chez Jean-Marie Doré dans les environs de 8h30, comme ça. Il n'était pas 9h encore. Et ce dernier était assis. Les leaders sont venus. Je retiens bien la conversation entre lui, Selou et Sidia, parce que c'était les leaders de pointe. Nous les suivions. Il dit donc à Selou, Sidia et les autres qu'il ne peut pas aller. On lui demande pourquoi vous ne pouvez pas aller. Il dit non, parce qu'il vient de recevoir un appel, l'appel du président, du chef de l'État, lui demandant donc d'attendre une délégation qui devait venir rencontrer les leaders chez lui. J'ai écouté effectivement cette conversation. Bon, Sidia répond, ben, oui, moi-même hier il m'avait appelé, mais je dis que ce n'est pas possible. Et Selou dit, il faut que nous partions parce que la population est déjà sortie. Nous n'avons qu'un moyen de retarder maintenant ou de faire quoi que ce soit. Jean-Marie dit en tout cas, il faut qu'il attende les émissaires du chef de l'État. Alors nous l'avons dit donc, il faut attendre. Quand ils viendront, vous le dites déjà ce qu'il y a, et nous partons. Parce que déjà, chez Jean-Marie, étant là-bas, nous voyons des téléphones. Déjà, Mouktar et Baouri étaient en contact avec des gens. Et nous savions déjà que la population était en train de venir. Finalement, la décision a été prise que Jean-Marie resta et que le reste des leaders et nous qui les accompagnons partions rejoindre le gros de la troupe au stade. Donc, dans les environs de 9h30, comme ça, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré, 9h10, nous sommes sortis de ce Jean-Marie Doré à pied. De chez lui, nous avons fait quelque chose de 300 mètres jusqu'au niveau de la Fondis. Nous, à partir de la Fondis, un peu devant, nous apercevions une marée humaine à l'autre bout, vers le stade. Nous entendons la clameur publique. Nous voyons même le tricolore qui flottait. Nous avons compris que la population était massivement sortie. Alors donc, à partir de la Fondis, nous avons commencé à marcher. Juste au niveau où il y avait l'ancien garage, où il y avait le parc, de véhicules en face de Poli, le colonel, à l'époque, ministre chargé de la lutte contre la drogue et le crime, est venu. Il n'était pas armé, il était accompagné de son garde-corps. Il est venu nous dire, j'étais là, il dit à Selou et à Sidia, le président m'envoie vous dire de reporter cette marche ou de l'annuler même. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre. Reporter cette date. Eh bien, les leaders répondent, mais, monsieur le ministre, vous-même, vous voyez déjà la population, comment elle est. Quels moyens avons-nous de reporter maintenant? Ce qui serait alors sage, c'est de nous laisser aller. Nous ne faisons absolument rien. C'est pour aller tenir un discours dans l'esplanade du stade, parce que c'est ce qui était prévu, ce n'était même pas dans le stade, c'est dans l'esplanade. Aller tenir un discours, et puis, nous allons nous disperser. Mais nous ne pouvons plus reporter. Le ministre a insisté, mais nous ne l'avons pas entendu. Il s'est éclipsé avec son garde-corps, il est parti.
Et entre-temps, devant, nous avons vu d'autres militaires qui essayaient de barrer. Mais je crois, avec la force de la population, ils ont quitté. C'est ainsi que nous avons été emportés jusqu'au stade du 28 septembre, à l'intérieur du stade du 28 septembre. Et là, c'était vers 10h40, 11h, plus ou moins. Nous sommes montés à la tribune. Les leaders ont été transportés par la foule jusqu'à la tribune. Nous les avons suivis. Et sur la ligne, je me souviens très bien, il y avait Yannick, que je ne connaissais pas, mais dont j'entendais parler parce que, avant 2007, j'étais un des responsables du parti RPG à Aridor, à Badankoro. Mais je connaissais que Traoré, Tidjane Traoré. Pourquoi? Parce que le ministre Tidjane Traoré et moi, nous nous connaissions, parce que nous avons tous été vraiment, et nous sommes des sécoutouristes, s'il faut le dire comme ça, permettez-moi de l'expression. Donc il y avait Diané, il y avait Mouktar, il y avait Silla, Bouaka Silla, il y avait François Le Sénifal, Baouri, La Selou, et à côté de Selou, j'étais, et plus haut, Yero, qui fut ministre du temps du professeur Alpha Condé, et Salou Bella, docteur Salou Bella. Il y avait d'autres responsables de l'UFDG à l'époque, que je n'avais pas vu, mais que j'ai vu après, quand la débandade est arrivée. Il s'agit de Elhadji Djouma Diallo, qui fut préfet à Kérouané, de Aliou Condé, que j'ai vu, de Aliou Ba, après, et naturellement, d'autres dames, que je ne vais pas citer ici, mais que je citerai plus tard. Donc, à ce niveau, nous étions. Il y avait la liesse. Le stade était plein à craquer, s'il faut le dire comme ça. Et les tribunes, et la pelouse, c'était bondé noir de monde. Nous étions tous heureux et nous pensions donc que vraiment nous avions réussi. Les discours allaient se tenir et les gens allaient se retourner en bon enfant, chacun chez soi. Mais, à notre grande surprise, à peine 20 minutes de transe et de joie, certains priaient même, il y a la fumée, une fumée, c'était ma première fois d'humer le gaz lacrymogène. Il y a une fumée qui est venue jusqu'au niveau de la tribune, nous n'entendions aucun bruit, sauf un mot de you-you des gens sur le stade. C'est arrivé, et subitement, nous avons commencé à nous frotter les yeux et à respirer difficilement. C'est là que Dr Saliou Bella, un confrère à moi, est venu avec une plante, la feuille d'une plante, je ne sais pas si c'est citron ou orange, et il nous a fait humer cela. Ça nous a aidé à nous désaxifier. Au même moment après, nous voyons déjà les jeunes ou les gens tomber sans savoir pourquoi ils tombaient. Parce que la tribune où nous étions, nous avons un aperçu général sur tout le stade, toute la pelouse. Donc, ceux qui étaient au bord de la pelouse commençaient à tomber. Après que le gaz lacrymogène ait déjà plané, ils commençaient à tomber. Mais à ce niveau, on ne voyait pas de gaz. Immédiatement, le président Sidi a dit, il s'exclame, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est de l'hystérie? Moi, comme médecin, j'ai répondu là-bas, j'ai dit non, président, ce n'est pas, c'est pas l'hystérie. Ils sont en train de tomber morts comme ça. Ils sont morts comme ça. Et certainement, ils sont en train de tirer. Mais nous n'entendions pas le crépitement. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de bruit, tellement de brouhaha, que nous ne pouvions pas, du stade de la tribune, entendre le crépitement des balles au niveau du stade. Jusqu'au moment où ça s'est décanté. Nous avons vu que les gens couraient par-ci, par-là. C'était le sauve-qui-peut. Et certains leaders, chacun
a pris la peau d'escampette, il faut le dire comme ça. Parce que c'était le sauve qui peut. Même les jeunes des partis qui avaient essayé de former une haie avaient fini par s'en aller. Et finalement, je suis concentré sur la Cellou, nous descendions, les gradins étaient déjà pratiquement vides. Quand surgit de la pelouse vers les gradins un militaire. Ce militaire, constitution moyenne, pas très grand, il portait cagoule. Il portait la cagoule. Je l'ai vu parce que nous étions, il est venu comme à moins de 20 mètres de nous. Il s'est approché jusqu'à 10 mètres. Je voyais seulement les deux trous, mais on ne le voyait pas. Il n'avait pas de fusil. Il est venu, on dirait qu'il était venu pour ses loups, parce que nous étions là. Même le garde-corps avait un peu disparu, je ne sais pas, pour le rejoindre après. Il a dit à ses loups, viens. J'étais avec lui. Cela a dit non, qu'il ne va pas, s'il veut qu'il vienne lui. Alors nous étions tétanisés. Nous descendons un peu, et subitement, ce militaire encagoulé s'est jeté sur lui comme une fauve. Ce qui s'est passé, nous le savons tous. Moi, ayant vu cela, j'ai compris que c'était fini. Et qu'en réalité, c'était mon dernier jour. C'était la deuxième fois que j'échappais à la mort. Permettez-moi de faire cette parenthèse, parce qu'en 2000, avant l'agression rebelle de 2000, venue de la Sierra Leone et du Libéria, j'ai été pris par les coupeurs de route en plein 14 heures entre Banankoro et Kissidougou. Les coupeurs de route ont pensé que j'étais un diamantaire parce que j'étais dans un gros véhicule. Ils ont pensé que j'étais un diamantaire. Ils nous ont arrêtés en pleine brousse. Le chauffeur a voulu fuir. Ils l'ont abattu sur place. Et à moi, ils ont demandé donc de donner ce que j'avais. Je n'avais rien, je n'avais que des cartons de médicaments. Parce que j'étais allé chercher des médicaments pour arrêt d'ordre. Alors, on donne ordre, ils donnent ordre, ils étaient dévisagés, ils donnent ordre à son sbire de m'abattre. Effectivement, il dit, il faut le tuer. Il dit, un bon malinqué, Afaba, à Ransobello. C'est tuer-le pour qu'il sache que nous sommes au sérieux. Pour moi, c'était déjà l'heure. Je me suis couché. Comme ça, je regardais le soleil, parce que comme ça, je devais mourir, pas comme un lâche. Il a sorti l'arme. Il a braqué d'abord sur mon cœur. Je n'ai pas eu peur, parce que je savais qu'un seul coup, on mourrait. Mais après, il a descendu jusqu'au niveau du pied. Et au niveau du pied, c'est là, comme médecin, je suis, que s'il tirait, j'allais mourir à petit feu. Et c'est là où j'ai eu une chaleur. J'étais jeune, mais ma chevelure est devenue toute blanche à cause du stress. Heureusement, il n'a pas tiré. Mais je suis resté serein. Alors donc, j'avais déjà cette sérénité qui m'a servi au stade du 28 septembre 2009. Quand donc, ils sont occupés du président Cellou, que j'ai cru déjà mort, parce que la manière dont l'intéressé s'est jeté sur lui, sur les gradins, ce n'était pas encore la pelouse, où ils l'ont, en un mot, vraiment traumatisé, j'ai compris que c'était fini. Donc, je suis descendu sans courir, c'était vide déjà, en attendant peut-être qu'une balle me prenne ou bien qu'on m'arrête. Je suis descendu du grand stade pour aller vers l'annexe. En traversant la chaussée qui sépare le grand stade de l'annexe, j'ai aperçu, comme à 60 mètres, Jean-Marie Doré, qu'on trimbalait. Il avait une chemise blanche, qu'on trimbalait, mais il n'y avait plus de veste. Mais je l'ai vu que c'est Jean-Marie Doré qu'il trimbalait. Pas vers la sortie, mais vers l'intérieur encore du stade. Alors je me suis dit, certainement il va avoir le même sort que celui. Pour moi déjà, j'étais complètement abattu, moralement fini, mais quand même lucide. Parce que heureusement, j'avais prévu que si quelque chose m'arrivait, mon épouse allait comprendre et allait s'occuper de mes enfants. Alors donc, je traverse
cette ruelle et je rentre dans le petit stade. Il y avait plus de 2000 personnes. Toutes les personnes qui étaient là étaient tétanisées parce qu'on ne savait pas où aller. Les garçons, ceux qui étaient valides, comme mon garçon, mon fils qui est là, ont sauté les murs. Il porte encore le stigmate, les traces de sa blessure. Les autres, voilà, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, certains montaient sur les arbres qui étaient là-bas, les cassia, qui sont au stade annexe, et d'autres étaient jusque sur la toiture de la salle de basketball. Et certains militaires venaient, ils tiraient. Donc, nous étions tétanisés. Il n'y avait pas d'issue. Beaucoup de femmes. Personne ne savait où aller. C'était d'avant de midi 30. Il faisait chaud. Alors moi, j'ai compris que le jour J est arrivé. Mais je me suis posé 2 questions. Est-ce que je vais mourir et être indisparu, qu'on ne sache pas si je suis mort ou où je suis allé? Première question que je vais poser. Deuxième question, dans cette foule, est-ce que je vais essayer de courir, aller par-ci et qu'on me tire dans le dos, que je meure comme un lâche? J'ai dit non. Là-bas, j'ai dit, il faut que je sorte, comme j'ai dit à mon épouse, que je suis psychologiquement préparé, je vais sortir du lot et aller droit vers les militaires qui sont en train de tirer. Si je tombe, quel qu'en soit le constat, ces milliers de personnes qui sont là ne vont pas toutes mourir. Au moins, une personne parmi elles pourra dire que j'ai vu Dr Keïta tomber. C'est ainsi que j'ai pris cette décision et j'ai récité ma prière, Ayat al-Kursi. Je suis sorti. J'ai fait, à peine je faisais 4 mètres, effectivement, que quelqu'un élève mon nom. J'étais déjà satisfait. Je me suis rendu plus tard compte que c'était M. Ali Ouba, à l'époque secrétaire fédéral de l'UFDG de Ratoma, qui a été honorable député. Il a élèvé mon nom. Docteur Keïta, ils vont te tuer. Mais déjà, l'adrénaline était montée et j'étais psychologiquement préparé. Mais comme par la grâce de Dieu, j'ai fait 5 mètres, j'ai continué. Les militaires aussi qui étaient en face, ils étaient déjà 30 mètres comme ça, 30 à 40 mètres, ont arrêté de tirer. Alors, je suis venu jusqu'à leur niveau. Arrivé à leur niveau, tout le monde est resté derrière, personne n'a bougé, et chacun voulait qu'est-ce qui va m'arriver. Bon, moi j'ai continué, je suis allé, et arrivé à leur niveau, ils m'ont demandé, il y a un qui a pris ma main, qui êtes-vous? J'ai dit non, je suis médecin, moi je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites là, comme médecin? Alors, il me tire par la main, en arrachant ma montre et la clé de la voiture que j'avais été tombée. Il me tire, nous sortons, il me dit de monter dans le véhicule. Il y avait un camion militaire où certains déjà étaient là-dedans. Quand vous sortez le petit portail, c'est la porte de l'annexe qui vient sur la route. À peine sorti, il me dit de monter dans le camion. J'ai compris que là, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit non. Et le fait de dire non, celui qui était à côté de lui, un militaire aussi, qui portait un casque de guerre, grand fort, il a pris un gros bois, il avait un bois, le bois de chauffe, qu'on appelle communément Kinsi, avec, vous comprenez ce que signifie cela, ce n'est pas des bois ronds, c'est des bois pratiquement triangulaires, qui sont vraiment très offensifs. Il a pris ce morceau, ce bois très gros, pour me taper. Il voulait taper fortement ma tête, certainement pour m'assommer. C'est là que j'ai mis ma main, parce que j'ai eu un réflexe, quand même, étudiant à Cuba, j'ai fait le judo, j'ai fait le karaté, quand même. Je sais quand vous êtes en danger, il faut vous sauver. Et il faut essayer de vous protéger. Donc j'ai mis ma main, comme ça, ma main droite, et j'ai entendu un craquement sur ma main, parce qu'il m'a attrapé fort. C'est là, c'est ce que vous voyez comme ça. J'ai eu ma main fracturée. Il m'a frappé très fort. Le bruit était tellement fort que j'ai entendu le craquement.
mais ma tête n'a pas été atteinte. C'est ma main qui a été cassée. Je ne me suis pas limité là, et je continuais malgré tout. Et comme il était derrière moi, l'autre m'avait déjà lâché, il m'a tapé encore dans le dos. C'est là où ce bois a déchiré ma chemise et m'a entaillé mon dos. Il continuait. Je voyais à droite, à gauche, des gens qui tombaient. Alors moi, si c'est la main qui est cassée et je tiens encore debout, je ne savais pas où j'allais tomber. Mais je marche. Quand vous quittez le portail, vous savez, en face, il y a en face un arrêt-bus. Quand vous sortez de l'annexe, en face de vous, il y a un arrêt-bus. Sur cet arrêt-bus, il y avait un civil. C'est le seul civil que j'ai vu qui n'était pas des manifestants. Grand, fort, il était assis, arrêté comme ça, au niveau de cet arrêt de bus, avec un militaire, avec arme, prête à tirer, à côté. Je sors, je traverse, il me prend la même griffée, ici, ma poitrine. Je ne rentre pas dans certains détails parce que nous sommes une nation. Dieu a fait qu'il n'a pas donné ordre de tirer sur moi. J'ai continué. Il m'a laissé, j'ai continué. Donc, je suis allé vers l'Andrea. Pour moi, c'était aller à l'Andrea, vers les sultans, continuer à Dixine, où j'avais laissé mon pick-up avec mon garçon. Quoique, je n'avais pas déjà la clé. Donc, à quelques 100 mètres de la route principale là, immédiatement, toutes les portes étaient fermées. Il n'y avait personne dans la rue, sauf des militaires parsemés. Pour moi, je me dis, est-ce que je vais arriver jusqu'à Dixine? Parce que c'est sûr et certain, d'ici là, quelqu'un certainement m'abattrait. Mais peu importe déjà, je suis moralement prêt pour cela. Donc, comme Dieu, ce jour, je ne devais pas mourir, il y a entre-temps, à 100 mètres, à gauche, un portail s'est ouvert. Je crois que l'intéressé voulait voir ce qui s'est passé. Et moi, je viens en ce moment, il me voit en civil, avec la chemise dans le lambeau, il me dit, sauver. Ils m'ont fait rentrer. Alors, quand je rentre, ils me font asseoir sur une chaise, ils ferment le portail, et c'est là où j'ai commencé à sentir la douleur. Parce que l'adrénaline avait déjà baissé dans mon corps. Je me sentais déjà en sécurité quand même. Je sais là-bas que ce n'est pas des militaires, c'est des civils et c'est des personnes qui veulent m'aider. J'ai senti la douleur. Je regarde maintenant, ma main était cassée. Et mon dos avait commencé à me faire mal parce que j'ai compris pourquoi je saignais. Cette famille que je ne cesserai de remercier m'a déshabillé. Ils m'ont envoyé dans la douche, ils m'ont montré, je suis allé avec les garçons, parce que j'étais complètement désorienté. Ils m'ont bien lavé et ils m'ont habillé. Ils m'ont fait coucher dans un lit là-bas pendant au minimum 30 à 40 minutes. Et après, quand j'ai récupéré mes esprits, ils m'ont envoyé chez une vieille, parce qu'ils ont vu ma main était cassée, chez une vieille près de la maison là-bas. Ils m'ont envoyé chez une vieille tradipraticienne qui a tiré ma main pour essayer de la redresser. Et après, ils sont revenus là-dedans. Ils m'ont ramené dans cette famille. Je peux même aller vous montrer cette famille encore. Elle existe bel et bien. Et après, je suis resté là. 45 ou 1 heure de temps après, mon téléphone crépite. Qui est au bout du fil? C'est Hadja Alimatou, que je ne cesserai de remercier. Hadja Alimatou m'a appelé. Il m'a dit, docteur, mon frère, où tu es? Je dis, je suis à Dixine, dans une famille. Il dit, mais ça va? Je dis, ça va, sauf que j'ai été blessé, mais je suis en vie, j'ai été fracturé. Il dit, bon, indique-moi où c'est. Je l'ai indiqué, la zone. Elle dit donc qu'elle va envoyer me chercher. Et effectivement,
quelques 20 à 30 minutes après, c'est la Croix-Rouge, un véhicule de la Croix-Rouge qui vient me chercher de l'Andrea là-bas pour m'amener à Donka. À Donka, je rentre aux urgences, c'était vers 14h, 14h30. Je n'avais plus ma montre. Mais il n'était pas encore 15h. Et midi était passé. À Donka, je rentre dans les urgences. Je vois des jeunes, des femmes étalées, gémissant. Moi, je rentre. Comme je tenais debout, et j'avais récupéré mes esprits, je n'avais que la fracture et la plaie au dos. Je tenais debout. Je suis allé m'asseoir. Assis, en attendant que je sois mes soins, qui je vois, c'est là où je n'ai pas du tout été à l'aise. Je peux comprendre un militaire, à la limite, au pire, il est formé pour tuer ou pour se faire tuer. Ça ne surprend pas quand un militaire tire. C'est le serment. Le militaire exerce. Il applique l'ordre avant même de penser, avant de demander. C'est pour ça que je n'ai aucune haine contre quelque militaire que ce soit. Tous ceux qui ont tiré là, je n'ai aucune haine contre eux. Parce qu'ils ont reçu les ordres. Alors, le médecin a un autre serment, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et là, c'est là où j'ai eu un choc. Le vrai choc, c'est là où je l'ai eu. Que le militaire frappe, je ne savais pas que les femmes avaient été violées, parce que je n'ai vu personne être violé. J'ai vu des gens tomber, j'ai vu qu'on m'a frappé, certainement on a frappé des gens, mais je n'ai vu aucune femme violée, là. Le temps que je descende et que je sorte jusqu'à l'Andrea. Mais quand même, pour moi, les militaires, ils ont reçu l'ordre. On ne les en veut pas. Alors, assis aux urgences, c'est le ministre de la Santé à l'époque, qui a un confrère, qui est militaire, qui a prêté 2 serments. C'est là où je vais chercher à comprendre. Je suis là aujourd'hui pour comprendre. Je vous ai dit, je n'ai absolument aucune haine contre qui que ce soit. Aucune haine contre qui que ce soit. Je ne crie non plus vengeance pour quelque motif que ce soit. Et je ne veux aucune indemnisation, ni matérielle ni financière, pour quelque motif que ce soit. Mais je veux comprendre. Vous savez, quand vous comprenez quelque chose, vous pouvez tolérer. Quand vous comprenez, vous pouvez supporter. Si la femme, permettez-moi de faire cet écart, si nos mamans ne comprenaient pas pourquoi elle accouchait, elle donnait vie, aucune maman, aucune femme n'allait pardonner son mari. Parce que s'il y a des médecins dans la salle, ils savent. Ceux qui ne sont pas médecins ne le sauront jamais, parce qu'ils n'assisteront jamais à cela. Une femme, il n'y a pas de douleur plus que cette douleur quand elle doit donner naissance à un enfant. Il n'y a pas. Mais la femme accouche 2 ans après, elle prend autogrossesse, elle accouche, parce qu'elle comprend pourquoi. Quand vous comprenez, vous pardonnez. Alors, Monsieur le Président, mon récit, ce n'est ni pour les magistrats de la droite, de la gauche ou de la droite, c'est-à-dire ceux de la partie civile ou ceux de la défense, parce que chacun joue son rôle. C'est compréhensif. Chacun tirera le drap de son côté. C'est compréhensif. C'est leur rôle. Ils ont prêté serment pour cela. C'est pour vous que je parle. Cette auguste cour, pour éclairer votre lanterne, je n'ajouterai absolument pas un iota sur ce que j'ai vu. Peut-être que j'éviterai pour certaines raisons de rentrer dans certains détails pour la sensibilité et pour la pudeur. Mais je n'ajouterai absolument aucun détail sur ce que j'ai vu. Je suis un leader, je suis très sain dans mon esprit,
J'ai de grandes ambitions. C'est pourquoi je suis dans la politique. Et je pense même, et je veux même, un jour, être président de la République. C'est pourquoi j'ai créé un parti. Donc je suis prêt, moralement et psychologiquement. Rien ne m'impressionne, et je n'impressionnerai personne. Je cherche seulement à ce que cette auguste cour ait toutes les informations pour des décisions à prendre dans le bon sens, pour que la Guinée se réconcilie avec elle-même. Donc, le ministre de la Santé rentre. Je le vois, parce qu'il passe à moins d'un mètre de moi, voire même quelques 30 centimètres. Il rentre, il n'est pas armé, il a ses gardes-corps, avec des militaires. Alors pourquoi, je vais chercher à comprendre, pourquoi ce ministre à l'époque de la Santé, qui a prêté le serment d'Hippocrate, n'a pas agi comme un médecin. Alors, je me dis, s'il a préféré être militaire, il doit renoncer au titre de médecin. Parce que là, ce jour, il n'a pas été un homme assermenté en médecine. Il n'a pas frappé qui que ce soit. Il n'a pas tiré sur qui que ce soit. Mais il n'a pas eu la pitié qu'un médecin doit avoir face à ceux qui souffrent. Nous, les médecins, il est dit que même pendant la guerre, votre ennemi, vous savez, qui a tué peut-être votre famille, vient blesser, vous devez le soigner. Votre ennemi. À plus forte raison, des compatriotes qui sont sortis, rien que pour manifester pour exercer leurs droits et manifester, en un mot, leur position. Le ministre de la Santé n'a pas eu le regard qu'il devait avoir envers nous, parce que j'étais parmi les blessés. Il n'a pas compati à notre peine. Il n'a pas compati à notre douleur. Il n'a pas cherché à nous caresser, à nous dorloter, à nous rassurer. Il n'a pas cherché à nous rassurer. Et ce qui nous a encore ahuri, qui m'a ahuri, c'est que des militaires qui l'accompagnaient, certains donnaient des coups de pied à ceux qui étaient hachés. Lui, il n'a pas donné de coups de pied. Il n'a pas frappé. Mais il n'a pas eu cette attitude. À part du moment que lui-même rentre et réprimande ceux qui sont là, pourquoi vous êtes sortis? Pourquoi? Non. Et c'est ce qui a donné le courage aux autres d'agir comme ça. Alors, ayant vu cette attitude, j'étais assis. Moi-même, je me disais, je suis en insécurité. Heureusement, comme tout dépend de Dieu, dans le lot des médecins qui étaient de garde ce jour, il y avait un jeune homme, docteur Kouyaté, qui était le médecin-chef de garde des urgences ce jour, le 28 septembre 2009 à Donka, qui avait travaillé avec moi dans la zone diamantifère de Arédor. Dans le lot, comme il venait pour voir les malades, il m'a reconnu. Il dit, docteur, grand frère, tu es là? J'ai dit, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. C'est Dieu qui a voulu. Bon. Immédiatement, par solidarité médicale, il a envoyé un jeune qui aujourd'hui est un des plus grands orthopédistes que nous avons, c'est docteur Moustapha Diallo. À l'époque, il était simple étudiant, il y a 13 ans de cela. Il a envoyé ce jeune, parce que lui était donc coordonné les activités, il a envoyé ce jeune médecin, étudiant en médecine, s'occuper de moi pour m'envoyer faire la radiographie. Donc, ils m'ont envoyé faire la radio. Nous avons traversé les urgences, sortir, aller à la radio Donka. C'est là où on a fait la radio, on a vu que effectivement il y avait la fracture bien présente. Nous sommes revenus et l'attitude des militaires nous a effrayés. Et parce que les médecins même réagissaient. Alors c'est ainsi que mes collègues, docteur Kouyaté, qui était de garde, a dit, docteur, ce que nous voyons là, il faut, comme tu es médecin, il faut que tu portes une blouse blanche. Il faut que tu portes une blouse, parce que tu es médecin, et que tu viennes avec nous aux urgences. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il vit, il est là, le docteur Kouyaté. Et le jeune homme qui est aujourd'hui
un spécialiste en traumatologie, Moustapha Diallo, est là. Donc, Dr Kouyaté m'envoie dans le bureau des urgences. Malgré ma main fracturée, il me donne une blouse pour que je passe comme médecin de garde. Imaginez-vous, c'était donc vers 15 heures maintenant. Il me donne une blouse et il envoie un traumatologue, on met ma main dans le plâtre et malgré tout, je porte une blouse. Mais à travers la blouse, si on observait bien, on voyait le plâtre. Alors, on m'a dit donc, fais attention, ne sors pas, parce qu'on peut voir et on peut comprendre. Un médecin blessé, un médecin avec le plâtre, il ne doit pas venir au travail. Surtout sur votre main droite. Donc, restez. Effectivement, je suis resté aux urgences là, et je voyais des militaires qui rentraient et qui sortaient. Alors, je reste là toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Parce que j'étais déjà traumatisé et je ne savais pas ce qui allait arriver le lendemain. Je vous ai parlé de Hadja Alimatou. Quand elle m'a appelé, en me disant si je suis où je suis, je lui ai dit, c'est là, au même moment, qu'elle me dit, maman, mon épouse, elle appelle maman, elle dit, maman va bien. Je dis, mais attends, maman est venue, mon épouse, elle est venue. Oui, elle t'a suivi, elle est venue, elle était au stade. Quoi? Elle me dit, oui, elle était au stade. Mais elle va bien, elle est dans une famille à Dixine. Je dis, mais ce n'est pas possible. Elle me dit, non, ne t'inquiète pas. Comme toi, tu es fracturé, comme j'ai dit, je vais envoyer te chercher, tu viens. Et pour te rassurer, la famille dans laquelle elle est, je vais te donner le numéro de téléphone de cette famille, tu vas parler avec elle. C'est ainsi qu'elle me donna le numéro de téléphone de la famille qui a accueilli mon épouse après le stade, et j'ai échangé avec elle. J'étais rassuré. Je lui ai dit, tu n'as rien? Elle dit, non, elle n'a rien. Vous comprendrez plus tard. Donc, je reste toute la nuit du 28 septembre à Donka jusqu'au petit matin. Les militaires faisaient des va-et-vient. Mais moi, je ne pouvais pas sortir. Mais les médecins qui étaient là-bas étaient mal à l'aise. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Parce que j'étais une victime, il fallait qu'il soit protégé. Alors le 29, dans les environs de 9h, c'est Hadja Alimatou encore qui m'appelle. Elle me dit, où tu es encore? Je dis, je suis à Donka encore. Bon, je vais envoyer un véhicule te chercher. Tu viens à Pasteur. Ton épouse est là. Et là, c'est là. Les leaders sont là. Donc, depuis le 28 septembre, c'est le 29 que j'ai compris où était mon épouse, où étaient les leaders, dont Ella Selou. Ils m'ont envoyé me chercher de Donka. Nous sommes allés donc à Pasteur. Arrivé à la clinique Pasteur, je vois mon épouse dans un état lamentable. Je vais voir Ella Selou. Parce que c'était mon leader. J'appartiens à l'UFDG. C'est sur leur ordre que nous sommes venus. Il me montre le cliché, la radio, et je vois, il dit qu'il a 3 côtes cassées. Je regarde comme médecin expérimenté, parce que je suis chirurgien, généraliste et spécialisé. J'ai regardé, j'ai vu qu'il a 4 côtes cassées. Alors donc, j'ai dit, ah, président, vous avez 4 côtes cassées, c'est pas 3. Donc nous sommes restés là, ce 29. La troisième personne que j'ai vue du côté, je vous dis bien, de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, c'est Tibou Camara. Lui, il nous a quand même remonté le moral. Parce que quand il est venu à Pasteur, il s'est intéressé à tous les blessés, dont ma propre épouse. Il a eu des mots que le ministre de la Santé devait avoir face aux blessés. Lui, il a eu des mots. C'est lui qui doit être médecin. Parce qu'il a su
parler. Il a su apaiser la douleur des gens qui étaient là. Il a su nous rassurer. Lui, je ne l'oublierai pas. Après, le 21, nous sommes restés encore. Nous ne savions pas comment sortir. Comment sortir? Comment rejoindre Lambagny? Nous avions laissé nos enfants depuis 2 jours. On ne les voyait pas, on ne savait pas ce qui arrivait. On ne communiquait pas avec eux. C'est les enfants mineurs. Parce que les enfants majeurs étaient déjà en France. Mon premier garçon est en Suisse, les 2 autres et la troisième, et ils étaient en France déjà. Madame était là avec les 2 autres petits. Ils étaient dans l'embarras, ils ne savaient pas que faire. Nous avons appris plus tard que les voisins, ayant compris que nous ne sommes pas revenus la nuit du 28, nous ne nous avons pas vus au matin du 29, on dû penser que nous étions déjà morts. Nos voisins sont allés récupérer ces 2 enfants. C'est la famille Touré, que je remercie, et paix à l'âme de Aboulaye Touré, parce que sa famille, avec son épouse Minata Mara, qui sont allés, eux-mêmes pensant certainement que quelque chose nous est arrivé, ne pas laisser les enfants dans le désarroi, aller les prendre pour s'occuper d'eux à la maison. Donc, nous sommes restés à la clinique Pasteur, où on a revu encore ma main, parce que ça a été fait dans la précipitation à Donka. On a revu ma main et on m'a donné rendez-vous, quand tout se calmera, de repartir. Vous verrez dans les papiers que j'ai offerts, que j'ai donnés, nous sommes encore retournés le 30 à la clinique Pasteur, où ils ont fait les clichés, où ils ont donné les papiers, parce que Donka ne nous a donné aucun papier. C'était urgence. Donc, il a fallu jusqu'à 22h. C'est à 22h qu'encore Hadji Alimatou, que je ne cesserai de remercier, s'est arrangé à ce qu'un véhicule vienne nous chercher, mon épouse et moi, de la clinique Pasteur, pour nous envoyer à Lambagny. Arrivé à Lambagny maintenant, après avoir repris esprit, après avoir vu nos enfants, j'ai demandé à mon épouse pourquoi elle est sortie. Et c'est pour elle aujourd'hui que je témoigne. Parce que ce qu'elle a prouvé, je ne pourrai jamais la payer. Ce qu'elle a fait pour moi, je ne pourrai jamais faire ça pour elle. Et surtout, c'est pour elle que j'ai accepté de témoigner. Pas pour moi. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Elle a déjà témoigné avec Human Rights Watch dans le dossier. Quand on était à Passeur, où on s'est occupé d'elle, vous verrez ce qui est arrivé. Donc, nous sommes rentrés. J'ai demandé à mon épouse, pourquoi tu es sortie? Elle me dit, mon amour, tu es allé. Je ne pouvais pas rester. Parce que tu ne pouvais pas, toi, aller mourir et que moi je reste en vie. C'est pourquoi, quand tu es parti, Alimatou m'a dit que vous êtes arrivé. J'ai pris la voiture. Si vous regardez dans les images du 28 septembre, il y a une voiture Opel, couleur grise. C'est la voiture de mon épouse. Tu es venu pour voir et pour voir s'il nous voyait. Mais ayant vu que donc, certainement, ce qu'on craignait n'allait pas arriver, ils sont allés garer la voiture dans la cour de la cellule. Elle, Hadji Alimatou, la grande sœur de Hadji Alimatou, qu'on appelle Hadji Mamina, Madame Marie, comment dirais-je, Fatou, Yari Briki, et puis Madame, qui était la présidente, Fatoumata Marela et Hadja Salimatou, sont venus à pied. Parce que pensant maintenant que la foule est venue, il n'y a pas de danger. Ils sont rentrés dans le stade. M'explique-t-elle. Et, comme tout le monde, elle était, comme avec les femmes du leader, au même niveau que nous.
Quand la débandade a commencé, ils sont restés calmes. Ils n'ont pas bougé. C'est entre-temps que les militaires sont venus, les bérets rouges. Ils ont frappé toutes les femmes qui étaient là-bas. Et elle, on l'a pris, on l'a jetée. Elle allait tomber. Ils l'ont bâtonnée. Ils ont retiré tout ce qu'elle avait de bijoux, ses 2 téléphones, le maltraité. Et entre-temps, comme elle a donné un fort coup de pied, tombé, il y a un, dit-elle, civil, c'est écrit dans le document de Rose, il y a un civil, cette fois lui n'était pas militaire, qui est venu avec un couteau. Elle décrit le couteau comme pas les poignards, mais le couteau des militaires avec des dents de scie, qui est venu pour l'égorger. C'est en essayant de l'égorger qu'elle a pris, par instinct de suivi, le couteau, la lame du couteau. Ça y est dans le dossier. Sa main a été complètement lacérée. Parce que, heureusement, un de ceux qui était en train de le battre, qui était militaire, a dit au civil, il dit, il n'a pas faradé. C'est-à-dire, ne le tue pas, ne la tue pas. Mais ce dernier, fâché, il a retourné dans sa main, il a lacéré sa main. Entre-temps, le ministre chargé de la lutte contre la drogue est venu. Elle l'a aperçu. Et ce dernier a dit aux gens d'arrêter. Il aurait dû continuer, parce que c'était une femme dont la vie était en danger. Il aurait dû continuer, parce qu'il a dit arrêtez. Hey, arrêtez, selon ce qu'elle a dit. Elle pensait que son sauveur est arrivé. Le ministre est arrivé jusqu'à son niveau, il continuait. Et entre-temps, elle voit qu'il veut continuer et s'est agrippée. La main ensanglantée à la tenue du ministre chargé de la lutte contre la drogue. S'il est là, s'il se souvient bien, s'il a sa tenue ce jour qui était ensanglantée, côté droit, c'est le sang de Mme Keïta. Qu'il n'a pas sauvé. S'il avait dit arrêtez, et puis il avait continué jusqu'au bout, il aurait porté assistance à personne en danger. Je veux comprendre pourquoi. Le premier, pourquoi il a agi malgré le serment d'Hippocrate. Le deuxième, pourquoi il commence et il ne va pas jusqu'au bout. Il l'a laissé et s'est agrippé. Et pire, comme il n'a pas répondu, voyant agrippé, son garde-corps a donné une paire de gifles extraordinaires à madame. C'est là où elle a perdu connaissance. Le colonel a continué son chemin. Il ne l'a pas sauvé. Je veux comprendre pourquoi. Je n'ai pas de haine, mais pour que désormais, de telles choses ne se répètent plus. Alors, madame, après cette paire de gifles, où elle perd connaissance, entre-temps, son sauveur est arrivé, parce qu'il était déjà étalé, inconsciente, son sauveur est arrivé, un autre militaire aussi, il m'a dit cette fois-ci, un peu plus âgé que les autres, il m'a dit qu'un vieillot, encore béret rouge, est venu taper dans ses pieds, pour il m'a mais difficilement il s'est levé. Ça lève-toi, sinon on va te tuer ici. Alors il dit, non, je ne peux pas, parce que la paire de gifles, elle était blessée. C'est ainsi que ce dernier le prend et me dit son côté gauche, par le côté droit était blessé. Ce militaire, certainement, qui peut-être allait bientôt partir à la retraite, lui n'est pas aussi jeune que les autres, mais était béret rouge, l'a pris et ils ont marché, de sortie du stade et l'a accompagné jusqu'au niveau de Dixine,
Quand vous sortez, par exemple, vous quittez le rond-point de Dixine là, vous rentrez comme si vous allez à Madina, la première route à gauche, il l'accompagne là-bas, et allez taper une porte. Pas toutes les portes étaient fermées, ceux-ci ont ouvert, et elle est rentrée. Paraît-il, quand elle est rentrée, les familles qui étaient là-bas se sont mises, les femmes qui étaient là-bas se sont mises à pleurer. Et cela, elle est rentrée, dès qu'elle est rentrée, elle est tombée, encore évanouie là-bas. C'est là où ils l'ont lavée, elle aussi, et ils ont donné la tenue dans laquelle je l'ai trouvée à Pasteur. Alors, Monsieur le Président, pourquoi la folie humaine peut-elle aller jusque-là? C'est ce que je veux savoir. C'est cette compréhension que je veux. Madame a tellement été traumatisée que même si c'est le colonel Mamadi Doumbouya qu'elle voit aujourd'hui avec le béret rouge à côté, elle va piquer sa crise. Après Wilman Roche, s'est occupé d'elle et aujourd'hui, elle vit en France avec tous les autres enfants, les deux qui étaient là et ceux qui étaient partis déjà parce qu'elle n'ose plus revenir en Guinée. Dès qu'elle voit un béret rouge, c'est le cauchemar. Alors pourquoi cela? Si j'ai accepté aujourd'hui de témoigner, une fois de plus, c'est pour ne plus que des choses pareilles arrivent. Parce que l'erreur humaine, persévérer devient diabolique. Et la bêtise humaine, quand elle n'est pas corrigée, quand elle n'est pas analysée, pour ne plus qu'elle se répète, elle se répétera. Monsieur le Président, honorable assesseur, Mesdames et Messieurs les magistrats, tous bords confondus, pour ce premier départ, avec humilité, mais une fois de plus, sans haine, sans esprit de vengeance, et sans ambition de quelque dédommagement que ce soit, mais pour la mémoire de ceux qui sont morts, qui n'ont pas mérité cette mort, plus que nous n'avons mérité notre vie. Pour ceci, et pour que la Guinée qui vivra pour l'éternité, mais qui connaîtra des régimes successifs, qu'aucun régime n'agisse désormais comme ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Personne n'a enlevé sacrifice pour être guinéen. Nous avons tous le même droit et le même devoir. Nous sommes un pays riche, multi-ethnique. Je le sais. Heureusement, moi je suis le Guinéen pur. Je me sens bien dans toutes les régions. Je parle toutes les langues nationales de Guinée. Du malinké au kissi, au soussou, au poulard, en ajoutant le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Pour nous, nous sommes un et indivisibles. Si nous commettons des erreurs, nous devons reconnaître, présenter nos excuses, demander pardon pour que nous fassions le deuil et pour que nous continuions à vivre ensemble. Sans abuser de vos instants, je voudrais une fois de plus vous remercier et être à votre écoute. Je vous remercie. L'audience est suspendue.